Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de référencement naturel, de SEO. Tout le monde sait ce que c'est le référencement naturel, le SEO. Il y a des gens qui savent pas. Bon, très bien. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est comment rater son référencement en 10 étapes. Donc l'idée c'est que nous allons voir à peu près en 10 étapes ce qu'il ne faut pas faire et quelles sont en fait les nouvelles méthodologies SEO pérennes aujourd'hui. Donc, moi je m'appelle Marc Sauvage, je suis directeur inbound marketing chez FK Agency. Donc inbound en fait c'est tout ce qui veut dire attirer vers soi de manière naturelle. Donc le SEO ça en fait partie, c'est même assez important. Donc nous allons traiter à peu près dans les 5 premiers points toute une partie qui concerne le SEO, et l'idée c'est que ce soit avant de développer votre CMS, votre site internet, et ensuite on mettra un peu les mains dedans. Donc ça c'est un concept qui est assez nouveau en SEO, c'est-à-dire qu'avant on avait tendance finalement à s'occuper de son référencement après coup, alors qu'il est beaucoup plus intéressant de le penser en amont. Vous allez voir pourquoi. Donc premièrement, première idée reçue, tout n'est pas bon à prendre en SEO. Effectivement, avant, l'idée c'était, on trouvait par exemple une offre qui nous faisait d'afficher 500 liens qui allaient pointer vers notre site, et ce pour 30 € nous promettant d'être premier. Donc ça, c'est clairement un truc qu'il ne faut plus faire, parce qu'il y a une nouvelle idée en fait en SEO qui s'appelle le négatif SEO. Tout simplement, aujourd'hui, en fait, Google détecte des liens de mauvaise qualité, et en fait, il est capable en fait de vous mettre une note négative. Et ça s'appelle en fait, je suis un peu perdu en fait, voilà, je vais appuyer sur le mauvais bouton, excusez-moi. Voilà, on peut faire n'importe quoi. En fait, il a mis des filtres qui sont répressifs. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces filtres, ça s'appelle Google Panda et Google Pingouin. Donc, qui détectent, donc, je vous disais, ces liens négatifs, et en fait, ça peut vous faire tomber aux oubliettes. Donc, il faut faire extrêmement attention, on ne peut plus faire n'importe quoi. L'idée, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, dans ce cas-là, je vais juste m'occuper de mon site, on va mettre des mots un peu partout, dans son site, un peu n'importe comment, en espérant que ça remonte. Donc là, c'est la même chose. On ne peut pas faire n'importe quoi au niveau de sa structure SEO. Il faut en fait vraiment avoir un site bien optimisé. Pourquoi? En fait, c'est parce que toute action que vous allez mener en SEO, elle risque d'être pérenne. Donc ça, c'est assez important. L'idée pour Google, en fait, c'est que quand vous faites une requête sur Google, il doit proposer un résultat extrêmement pertinent. Donc son objectif, tout simplement son objectif, c'est que quand vous mettez un mot-clé ou une expression clé, il doit apporter une réponse qui encadre mieux votre requête. Donc je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la différence entre un mot-clé et une expression clé? Ça ne vous gêne pas, il n'y a pas de souci. Donc un mot-clé, en fait, c'est la même chose, c'est juste qu'une expression clé, c'est plusieurs mots-clés composés ensemble, assez simplement. Donc, une solution pérenne aujourd'hui, le SEO. Donc voilà, on a parlé de mots-clés, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, troisième idée reçue, viser le top mot-clé. Donc le top mot-clé, c'est par exemple le mot-clé qui va vous intéresser pour votre site. Donc moi, par exemple, je travaille pour un prestataire qui propose des balades en Segway, donc on va se dire, on va viser que le Segway. L'idée, c'est pas de juste chercher à mettre dans son site un seul mot-clé, c'est d'en trouver beaucoup. C'est ce qui va être très intéressant. Donc c'est facile parce qu'on sait de quoi on parle, mais comment on va faire pour trouver les autres, c'est moins facile. Donc la méthode, elle est assez simple, c'est qu'on va faire en fait un audit SEO. Donc un audit SEO, c'est quoi? C'est un très bon complément à l'audit marketing concurrentiel. Et tout simplement, la méthode, elle est facile. C'est de commencer avec son mot qui nous intéresse, on va parler de c'est quoi ici, on va le rentrer dans Google et on va voir les sites concurrents qui vont apparaître. À partir de là, vous allez pouvoir regarder tous ces sites, voir qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qui est dit, et en fait on va rentrer dans le code derrière. Donc là, via vos navigateurs, c'est assez facile, vous pouvez regarder ce qui se passe dans le code, et vous allez regarder un peu comment sont composés les titres des sites, les pages des sites, ainsi que les meta-keywords, qui aujourd'hui ne servent plus à rien en référencement, mais souvent elles sont remplies. Donc vous allez pouvoir récupérer ces mots-clés et les noter dans un Excel. Alors Excel, c'est l'outil le plus important quand vous faites du SEO, parce que c'est là où vous allez noter vraiment tous vos mots-clés et pouvoir les classer facilement. On va y revenir plus tard. Ensuite, une fois que vous avez tous ces mots-clés récupérés, et vous recommencez. Vous refaites une nouvelle recherche. Et
Et là, vous allez pouvoir aussi utiliser, par exemple, l'autocomplétion de Google. Alors, l'autocomplétion, c'est quoi? C'est par exemple, vous faites une recherche, vous tapez location Segway, il va vous proposer d'autres expressions clés. Vous allez voir que finalement, quand on tape location Segway, ce qui intéresse les gens, et ce que Google a compris, c'est que c'était une location Segway à Paris ou à Lyon, donc il y a une valeur locale ici. Ensuite, il y a aussi les recherches associées. Donc les recherches associées, c'est ce qu'on trouve en bas des pages de Google. Il vous propose justement d'autres valeurs en termes de mots-clés. Donc tout ça, vous allez les noter. Et vous allez recommencer une fois de plus, refaire une recherche, etc. Noter les nouveaux concurrents qui sont présents, et ainsi de suite. À la fin, en fait, on va rapidement se rendre compte de la sphère de concurrence, des mots-clés qui génèrent le plus de résultats, et ceux qui font remonter aussi de l'AdWords. Alors l'AdWords, c'est hyper bien parce que c'est un indicateur en fait en termes de conversion. C'est-à-dire qu'on va savoir que ce mot-clé, il est acheté parce qu'il a une vraie valeur de conversion. Ensuite, on pourrait se dire, bon très bien ce travail, mais il est un peu fastidieux. Moi je sais que Google, il est capable de me trouver des mots tout seul. Oui, effectivement, il y a un produit qui s'appelle Keyword Planner de Google AdWords. Alors, oui, on peut l'utiliser directement, mais attention, quand vous rentrez uniquement le mot Segway, par exemple, dedans, il va vous proposer peut-être 200 ou 300 expressions clés, et ça risque d'être trop d'informations pour vous si vous n'êtes pas expert en SEO, et vous allez perdre du temps à les filtrer, et ça peut surtout vous mettre sur une mauvaise piste. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Google, enfin en tout cas le Keyword Planner, c'est un outil avant tout de Google AdWords, et que Google est là pour vendre des mots-clés. Donc attention aux mauvaises pistes. En revanche, le travail préalable qu'on a fait, vous avez noté dans votre Excel les mots-clés au fur et à mesure. Ah non, ça c'est justement Keyword Planner de Google. Va être intéressant parce qu'une fois qu'on va rentrer non pas un mot-clé dans Keyword Planner, mais peut-être une quarantaine, une cinquantaine qu'on a trouvé, là on va pouvoir le mettre dedans, et là Google va pouvoir nous proposer des choses beaucoup plus précises. Il va pouvoir nous pondérer la valeur de ces mots-clés, nous dire est-ce que ces mots-clés sont tapés une fois par mois, 10 fois par mois ou 1000 fois par mois, et donc là tout de suite ça nous met sur la piste pour savoir est-ce que c'est ces mots-clés qu'on va utiliser ou pas, est-ce que ces expressions clés qu'on va pouvoir mettre peut-être en arborescence de nos sites, on y reviendra plus tard. D'autant plus que le Keyword Planner, en fait, il va pouvoir nous donner des idées de mots-clés. Donc à partir du moment où il a un thème qui est assez clair et assez défini pour Google, il va pouvoir le comprendre et nous donner des mots-clés apparentés. Donc ça peut être des pistes au même titre qu'on a vu en fait dans les propositions de Google en bas de sa page, mais de manière beaucoup plus fine. On va aussi pouvoir trouver des synonymes et ce genre d'approche. Donc à partir de là, en fait, on va avoir vraiment un écosystème de mots-clés par rapport à un thème donné, et c'est ça qui va être extrêmement intéressant en référencement. Donc, quatrième contre-vérité, l'idée c'est mettre tous ces mots-clés au même niveau. Alors non, en fait, l'idée c'est surtout pas de récupérer l'organigramme de votre entreprise, en fait, et de construire votre site avec la même arborescence, et ensuite, à ce moment-là, mettre tous les mots-clés dans la même page. Non, en fait, il va falloir penser une arborescence qui doit être extrêmement optimisée SEO. Alors, on appelle ça tout simplement le native SEO. Je vais vous lire la définition, elle est assez claire. Le référencement natif, native SEO en anglais, consiste à penser le référencement dès la conception ou la refonte d'un site internet. Il s'agit notamment d'une optimisation technique du site afin de le rendre immédiatement pertinent auprès des moteurs de recherche. Donc c'est le concept que je vous ai expliqué au début, c'est qu'il faut vraiment penser votre SEO avant même de concevoir votre site, avant même de mettre une seule ligne de code. Donc vous avez fait votre audit, vous avez pas mal de mots-clés, c'est bien. Maintenant, on va essayer d'en déduire une arborescence logique. C'est là qu'en fait l'étude de la mise en forme du contenu, quand on a étudié en fait nos concurrents, va prendre toute son importance. Parce que si vous avez fait votre recherche dans Keyword Planner, vous n'avez pas idée en fait de comment vos concurrents ont mis en forme leur arborescence par rapport à vous. Vous ne savez pas exactement quels sont les sujets qui sont à mettre en avant. Là, vous aurez une meilleure connaissance et des meilleurs moyens pour créer votre arborescence. Donc, on va parler ici en fait d'une notion de répertoire. C'est assez simple, hein. C'est comme quand vous classez des éléments dans votre ordinateur. On va retrouver en fait dans les recommandations de Google qui proposent en fait pour concevoir un site et aussi pour AdWords, il va parler en fait de cette notion de groupe de mots-clés en fait. L'idée c'est de la suivre et je vais vous montrer, en fait, je vais vous illustrer à peu près comment ça marche. Donc assez simplement, on va toujours partir sur le Segway. On a un service de location Segway, devant Segway, on propose aussi des opérations marketing en Segway, etc. Donc notre page d'accueil va s'orienter sur des services.
et on va les décliner en 4 sections différentes. Donc on se retrouve avec les locations et les balades en Segway, le strict marketing en Segway, des séminaires d'entreprise en Segway, voire de la vente ou de l'achat de Segway. Donc finalement, on voit que quand on enlève le mot Segway, c'est 4 thèmes qui sont totalement différents et qui sont groupés par une valeur qui est le Segway. À partir de là, on va pouvoir créer en fait des sous-répertoires logiques qui vont par exemple se mettre dans location et balade de Segway, tout ce qui tourne autour peut-être d'un aspect un peu plus touristique, je ne sais pas, ça peut être le Segway, un tour en Segway dans le bois de Boulogne, faites un tour Segway by night, vous pourrez vous balader la nuit en Segway avec vos amis, ou alors peut-être des enterrements de vie de jeunes filles et de jeunes garçons. Et tout ça en fait on pourra le mettre dans un répertoire. Ainsi de suite pour le site marketing, on se retrouvera avec des opérations publicitaires en Segway, et on aura même un sous-répertoire qui va parler par exemple de lancement d'un magasin ou distribution de flyers en Segway. Donc ça c'est extrêmement important pour Google, parce que ça va lui permettre de nous faire comprendre que notre sujet en haut, en fait, c'est le Segway. Le mot qui va être difficile à obtenir en termes de positionnement, c'est le Segway. En revanche, quand on va commencer à être précis, il va se rendre compte qu'on a vraiment un thème de mots-clés qui tourne autour de cette valeur. Donc, ce qu'il faut retenir, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut organiser son site via des pages qui traitent chacune d'un sujet imbriqué dans un thème. Il ne faut jamais avoir une page, plusieurs pages en fait qui ont exactement le même thème. Sinon Google il ne va pas savoir où aller. Il va se dire ok je dois faire monter telle page, telle page, non. Et s'il y a 2 pages qui sont au même niveau, lui il va en choisir qu'une seule et finalement vous allez perdre du poids. Ce qu'il faut c'est être pertinent à chaque fois sur une seule page et sur un thème précis ou un sous-thème. Donc on en arrive finalement à avoir une arborescence assez claire, avec des mots-clés qui sont classés dans cette arborescence. Maintenant, on va bientôt mettre les mains dans le CMS éventuellement, mais le dernier truc qui nous reste à faire, c'est préparer nos URL. Aujourd'hui, on a tendance un peu à laisser les CMS faire nos URL. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nos URL, en fait, elles étaient vraiment moches, elles ressemblaient à des espèces de codes avec à la fin un point PHP plus des points d'interrogation, des variables assez compliquées. Les développeurs comprendront. Aujourd'hui, on peut les réécrire. Et l'idée, c'est justement d'insérer nos mots-clés dans cette réécriture d'URL. Donc voilà, une fois que vous avez classé vos mots-clés, ça va être assez facile d'obtenir ces URL. Donc, pour écrire vos URL, c'est assez simple. En fait, vous allez mettre entre 1 et 3 mots maximum. Au-delà, ça va commencer à faire des longues URL, ça risque d'être compliqué. Même Google, il ne va pas trop aimer ça. Donc en gros, voilà, on va avoir votre site.com/ un mot-clé large. Donc ici, par exemple, ça pourrait être strict marketing en Segway. Ensuite, un mot-clé plus ou moins précis. Donc on l'a dit tout à l'heure, ça pourrait être, on a dit distribution, ouverture de magasin, ou lancement d'un magasin, ou distribution d'un nouveau produit. Et ensuite, sujet de mots-clés beaucoup plus précis. Alors c'est le dernier, en fait, le bout de l'URL, lui, il a le droit d'être au-delà de 3 mots-clés. Là, on peut avoir raconté, je sais pas, Segway publicitaire pour la distribution de flyers, etc. Donc voilà, la partie finale de l'URL peut être plus importante. Maintenant que vous avez tout ça, en fait, on va pouvoir commencer à implémenter notre référencement dans le CMS. Donc l'idée, on va parler en fait de référencement on-site. C'est une optimisation directement liée à la structure de votre site, à l'opposé du référencement on-site. On verra à la fin si j'ai un peu de temps. Voilà, donc l'idée c'est d'utiliser vos balises HTML. Donc, je ne sais pas si vous connaissez toutes les balises HTML, mais en tout cas on va commencer par la plus importante en référencement naturel qui correspond à la balise title. C'est assez simple. Ensuite on a les liens, on y reviendra plus tard. Ensuite on a les balises H1 jusqu'à H6, le gras, les métadescriptions. Les méta-keywords, je vous l'ai dit au début, ça ne sert à rien. Ça ne sert que à donner des informations à vos concurrents quand ils regardent vos sites et qu'ils font eux aussi leur audit SEO. Donc le title, c'est la balise la plus importante. Elle doit faire moins de 65 caractères. Pourquoi? Parce qu'au-delà, en fait, déjà, elle n'est plus affichée dans Google, dans les résultats Google. Vous savez, c'est la ligne bleue où on voit les mots-clés apparaître mis en gras. Donc l'idée, c'est que, d'après les études SEO qu'on a faites, c'est qu'au-delà de ça, Google, en fait, ne prend plus de valeur à ce niveau-là. D'où le fait de mettre les premiers mots les plus importants au début de vos titles. Ensuite, n'oubliez pas que votre title, ce n'est pas une suite de mots-clés. Ça serait un peu de la paresse de faire ça. Vous allez vous retrouver avec une suite de mots-clés. Il
il y a 2 personnes qui ne vont pas aimer, Google ne va pas aimer, et ainsi que vos visiteurs, ils ne vont pas comprendre, c'est pas très clair, donc évitez. Les balises H1 jusqu'à H6. Alors, ça sert à structurer votre site en fait. Plutôt que de rentrer du texte comme ça d'un coup, vous allez mettre des titres, des sous-titres, et des sous-sous-titres, etc. pour structurer vos articles. La balise H1, c'est pas compliqué, il faut qu'il y en ait une par page. Donc c'est ce que je vous disais au départ, une idée de mots-clés par page, un thème de mots-clés par page, donc un titre, un H1. Il faut que le H1 il soit relativement proche du title. C'est assez important, mais pas forcément exactement pareil. Avant, c'était une technique aussi qu'on utilisait, on dédoublait le title avec le H1, mais ça n'apportait pas grand-chose. C'est plus intéressant d'avoir un texte alternatif, éventuellement de mettre vos synonymes de mots-clés. Le H2, il peut être utilisé comme chapeau d'un article, ou alors comme pour sous-structurer vos articles. Le H3, c'est la même chose. Les autres balises. Alors les autres balises, ça c'est simple, on en parlait, il y a le gras, tout simplement. Mettre en avant vos expressions clés dans le texte. Donc bien sûr, il ne faut pas mettre tout le texte en gras, hein, sinon on ne pondère plus, il n'y a plus de contraste en termes de SEO. La métadescription. La métadescription, c'est ce qu'on voit en fait dans les résultats de Google. Il y a donc la grosse ligne bleue cliquable, ensuite il y a le lien en vert, et ensuite il y a un peu de texte. Si vous ne la remplissez pas, c'est pas très grave. Google va directement aller chercher le texte dans votre site, mais souvent, vous voyez, ça fait des espèces de bouts de phrases avec 3 petits points qui sont recoupés, etc. On a une meilleure valeur et on donne plus de confiance à l'internaute quand on a vraiment rempli notre métadescription. Ça augmente clairement le taux de clic. Ensuite, donc, les méta-keywords, on l'a dit, ça ne va plus à rien. Après, il ne nous reste plus qu'à rédiger nos articles en utilisant nos mots-clés, bien sûr, et nous en reviendrons plus tard. Les images. Aujourd'hui, notre fausse idée, c'est de se dire qu'on peut juste uploader ces images sur son site. Non, ce serait dommage en fait, d'uploader une image qui s'appelle dcs002.jpg avec le nom de l'appareil photo dessus. L'idée, c'est qu'il faut nommer ces images. Pourquoi? Parce que Google est devenu un moteur de recherche universel. Donc un moteur de recherche universel, c'est quoi? C'est plutôt un résultat en fait, qui est universel. Google n'est pas qu'un site qui fait remonter du texte. Il est capable de faire remonter des images, des localités, des vidéos et de l'actu. L'idée, c'est d'être présent au maximum sur toutes ces bases de données. Donc bien sûr, l'actu, c'est pas forcément donné à tout le monde. La localité, c'est assez simple si vous avez une entreprise qui est locale. Les vidéos, éventuellement, si vous avez un peu de business pour développer des vidéos. Les images, pour le coup, c'est extrêmement facile, au même titre que les textes. Donc il faut les optimiser. Pour les optimiser, c'est assez simple. Quand vous ajoutez vos images, pensez bien d'abord à les nommer. Vous ne pourrez pas le faire depuis votre CMS. Vous pourrez juste ajouter éventuellement un titre ou un alt, on en parlera plus tard. L'idée, c'est de bien nommer ces images. Donc c'est un peu comme la structure de votre arborescence quand on s'est amusé à nommer nos URL. Ici, en fait, on va nommer nos images. Donc vous mettez un mot-clé qui correspond au sujet et éventuellement votre marque. Ensuite, vous l'uploadez sur votre site et vous ajoutez une balise alt. La balise alt, en fait, elle sert à faire comprendre à Google de quoi il s'agit. Donc par exemple, souvent on peut utiliser une description, mais bon, après, ça commence vraiment à prendre beaucoup de temps, et en termes de référencement, on n'a pas un gain qui est extrêmement important. Mais c'est quand même bien de l'avoir, et de moins juste mettre ces mots-clés. D'ailleurs, souvent, dans les CMS, elle est oubliée. Moi, sur les sites, je sais que la dernière fois, on a développé un site, elle n'apparaissait pas. Donc pensez bien à demander à votre développeur de la faire apparaître, pour qu'elle soit remplie. Sinon, vous avez rempli votre CMS pour rien, c'est un peu dommage. Donc voilà, si je vous expliquais, voilà à quoi ça ressemble en fait à un résultat de recherche universel. C'est-à-dire qu'on a tapé tout simplement ici Segway à Paris. On a une valeur locale en haut à droite. Au-dessus, on a des adresses, ensuite des résultats, et là on a des images qui correspondent. Les gens cliquent sur les images, hein, ça correspond à peu près à 15-20% de votre trafic potentiel. Ensuite, écrire des textes, donc on a une idée reçue, c'est un peu de se dire écrire des textes à la volée avec des fautes dans les mots-clés. Alors non, ça ne sert vraiment plus à rien. Google, aujourd'hui, est capable de faire les différences. D'ailleurs, en fait, il vous propose souvent une correction automatique. Donc, vous embêtez pas à mettre des fautes, embêtez-vous plutôt à écrire en fait des contenus qui sont propres et relativement intéressants.
pouvez utiliser des petits accrocheurs. Ça, c'est extrêmement utile. Notamment, les gens sont plus intéressés quand vous dites le top 10 de quelque chose, pourquoi, le référence naturelle, etc. Donc, sans faute d'orthographe. Écrivez sur ce que vous connaissez. Souvent, si vous êtes client ou alors si vous connaissez votre sujet, c'est plus facile pour vous de l'écrire plutôt que de demander à quelqu'un d'écrire. N'oubliez pas de structurer vos contenus en utilisant ce dont on a parlé tout à l'heure, les H1 et les H2. Et bien sûr, insérez-y vos mots-clés. En revanche, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas se retrouver avec un texte, on va se retrouver avec 10 fois le mot-clé sur seulement une centaine de mots. Donc faites attention. Alors, aujourd'hui, une idée reçue, c'est aussi de se dire, bon, bah, c'est bien, j'ai compris comment ça marche le SEO, j'ai téléchargé un PDF dessus, pas de problème, pas besoin de budget marketing, je sais faire du SEO. Alors oui, tout à fait. Après cette conférence, vous pourriez me dire, bon, bah, très bien, je vais me lancer, je vais me renseigner sur Internet, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est fabriquer votre thème de mots-clés. Oui, si vous découvrez que vous avez juste un faible univers de mots-clés, ça peut se faire. Si vous avez un site web qui n'a pas réellement un objectif marketing, pourquoi pas. Si vous allez créer seulement 3-4 pages, ça peut être sympa de s'y essayer. Au-delà, je vous invite en fait à consulter effectivement un professionnel du référencement, mais ça peut être à plusieurs niveaux. Vous n'êtes pas obligé de prendre toute une prestation. Vous pouvez juste, par exemple, demander un audit SEO. Parce que nous, les référenceurs, en fait, on a des outils qui nous permettent d'aller bien plus loin. On a surtout une habitude de travail qui nous permet d'aller assez vite et de voir rapidement des résultats. Vous pouvez aussi demander un rapport complet avec les mots-clés ainsi que les valeurs pour connaître s'ils sont pondérés au niveau de leur volume et de leur facilité en termes d'opportunités pour se placer ou pas. Vous pouvez aussi leur demander de travailler sur votre arborescence. Ça, c'est un truc qui est vraiment important. Et après, bien sûr, mettre en place votre link building. Tout le monde sait ce que c'est le link building? Ça vous parle ou pas? Oui, non. On va en parler après alors. Donc par exemple, là c'est pour le site dont je vous parlais tout à l'heure, qui concerne le site web. Donc Google en fait met un petit peu de temps parfois à prendre en compte votre référencement. Mais on était placé en fait correctement sur la valeur street marketing site web. En revanche, sur tout ce qui était location et achat, on était vraiment complètement out. Donc on peut se rendre compte, moi j'ai mis mon site en ligne aux alentours du 6 ou 7 avril. Il y a une phase en fait, où Google comprend qu'il y a quelque chose de nouveau et commence à intégrer les mots-clés. À partir de là, moi j'ai fait mon optimisation, j'ai commencé à mettre mes titles, etc. en mettant mes mots-clés qui m'intéressaient devant. Mon arborescence a commencé à être lue par Google, j'ai vérifié. Et à partir de là, vous voyez qu'on a des résultats assez efficaces. On est déjà aujourd'hui à plus d'une vingtaine de mots-clés qui sont dans les 2 premières pages. Et au-delà de ça, là j'en ai plus de 80 aujourd'hui, alors qu'au départ, vous voyez en termes de valeur, on en est à 20. Ici, mon client il était à 2 pendant plus d'1 an. Il me disait mais pourquoi j'ai pas de business, etc. Donc on avait détecté que c'était un problème de référencement naturel. Le link building. Alors link building, finalement, c'est tout ce qui concerne les liens. Donc il y a 2 types de liens en fait. Il y a les liens internes, donc ça c'est facile, vous pouvez les gérer puisque vous êtes maître de votre site. Donc ça d'ailleurs les CMS, notamment les plugins tels que Yoast pour ceux qui parlent le WordPress, nous permettent de facilement construire notre link building. C'est-à-dire qu'on dit voilà, dans mon texte, j'ai quelques mots qui m'intéressent et que je voudrais les lier à une autre page, on les sélectionne et on propose de créer un lien, il va directement nous proposer vers quelle page on veut le créer. Donc ça c'est ce qu'on appelle créer finalement un link building, donc c'est toute une série de liens qui va faire rebondir d'une page à l'autre nos mots-clés. Donc ça distingue une valeur supplémentaire en fait à nos pages. Tout simplement, donc, nos pages avaient les titles, les H1, les H2, etc. Le corps du texte. Là, on va ajouter en fait un lien extérieur qui va pointer sur la page. Ça, Google, il va s'en rendre compte, il va se dire, ok, je vois que cette page, elle est linkée tout simplement avec une encre de mots-clés. Donc l'encre de mots-clés, c'est vos liens, c'est là où on utilise les mots-clés. C'est la zone en fait cliquable du lien. Donc ça, il y a le link building interne et le link building externe. Donc externe, bien sûr, c'est le plus compliqué et c'est celui qui effectivement va le plus nous intéresser aussi. Donc le link building interne. De manière assez naturelle, souvent c'est le premier link building, c'est le logo de votre site. Il est cliquable et souvent il renvoie vers la home.
Ensuite, c'est dans le corps du texte, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc c'est des liens qui sont contextualisés. Sinon, souvent à la fin des articles de blog, vous avez pu lire, parfois on vous propose une série de liens, on vous propose d'aller sur d'autres articles. C'est à la fois une approche ergonomique intéressante parce qu'on va intéresser l'internaute dans sa lecture, mais aussi on va intéresser Google sur d'autres articles qui peuvent être plus ou moins similaires. Il reste les liens qu'on met dans le footer. Alors ça, c'est une technique qui était intéressante à l'époque, mais aujourd'hui, on en a vraiment abusé. On s'est retrouvé à avoir des plans du site complets, et Google vraiment ne le prend plus en compte. Donc c'est un peu révolu. De l'autre côté, il y a le link building externe. Alors ça, il y a vraiment beaucoup de sujets là-dessus. Ça a énormément évolué. Les filtres de Google répressifs, les premiers filtres ont été faits d'abord pour justement cette technique parce qu'il y a eu énormément d'abus. Mais pour faire simple et pour être optimisé et avoir un référencement sain, l'idée c'est, premièrement, vous pouvez utiliser les sphères de sites qui sont dans votre univers. Par exemple, vous êtes une entreprise, vous avez plusieurs sites qui concernent peut-être plusieurs produits. Si d'un seul coup vous allez mettre juste en avant un produit par rapport à votre groupe, etc., vous pouvez vous demander, ça serait bien que vous fassiez un lien vers moi, comme ça me fera gagner en termes de réputation, et comme ça votre site sera un peu mieux positionné. Sinon vous pouvez vous inscrire dans les annuaires, connus, spécialisés, mais alors attention, les annuaires, il y en a plein, il faut choisir les bons, donc c'est assez simple, il faut choisir les annuaires qui sont bien référencés par Google. Et c'est quoi un annuaire bien référencé par Google? Souvent dans un annuaire, on se met dans une catégorie. Il faut vérifier tout simplement que cette catégorie est référencée par Google. Ensuite, vous pouvez vous inscrire sur les réseaux sociaux locaux. Donc ça, c'est assez simple et facile. Par exemple, Yelp, TripAdvisor, Foursquare, Google Adresse. Ça vous permet de créer des link building assez puissants parce qu'ils sont extrêmement utilisés. Google va absolument voir sur tous ces sites qui ont une certaine valeur, en fait, qui sont connus. Ce qu'on appelle aussi le Trust Rank. On n'en parlera pas aujourd'hui. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire sur les réseaux sociaux d'influence. Alors, faites attention à votre cible marketing, bien sûr. Facebook, Google+, Twitter, c'est pas forcément la même chose. Encore plus pour LinkedIn vidéo, et ainsi de suite pour Tumblr et Pinterest, qui eux sont très orientés images. Sinon, la bonne technique et la plus simple aujourd'hui, qui demande du temps, c'est trouver des sites sur votre thème. Comme on l'a vu au départ, en fait, on va faire un audit. Dans cet audit, on va trouver des sites qui vont parler éventuellement du même sujet, et dès que ce ne sont pas des concurrents, l'idée c'est éventuellement de les contacter. Donc vous pouvez leur demander par exemple de mettre un lien vers vous. Bien sûr, ils n'ont aucune raison de le faire, sauf si vous leur proposez peut-être un contenu supplémentaire, un contenu complémentaire, intéressant pour leur site. Donc là ça devient gagnant-gagnant. Donc cette technique elle est assez connue, elle s'appelle aussi le guest blogging. Donc sinon la meilleure technique ça reste de créer un contenu qui peut réellement faire réagir en fait les internautes. On parle aussi de link baiting. Bon, c'est pas grave. On parle aussi de link baiting. Donc le link baiting, c'est simplement en fait d'écrire un article, ce qu'on appelle un killer article, qui va vraiment intéresser la communauté. Et à partir du moment où vous allez le partager justement sur les réseaux sociaux dont vous êtes inscrit au-dessus, par exemple Google+, ou Twitter, ou encore Facebook, vous allez pouvoir d'un seul coup toucher éventuellement des blogueurs ou des meneurs d'opinion qui vont se dire « Ah, ça peut être intéressant ». L'idée, c'est pas forcément de leur dire « Regardez ce que j'ai écrit, partagez-le ». C'est plus de leur dire « Regardez, j'ai écrit un sujet qui peut être éventuellement intéressant pour vous ». Et donc, naturellement, les gens vont dire « Ah oui, effectivement, c'est intéressant » et vont le partager et même éventuellement réagir. Et là, c'est ce qu'on appelle un link baiting. Ça peut aller assez loin, surtout si par exemple, vous pouvez toucher quelqu'un qui est un peu starifié, donc sur Twitter, des gens qui sont follow par peut-être 20 000 personnes, à ce coup, si elle reposte en fait votre lien, il y a 20 000 personnes qui potentiellement peuvent lire votre lien et avoir une visite et le repartager, et ainsi de suite. Et là, on a un effet boule de neige ou de création de lien vers votre site. Oui. Pour l'échange de liens, il paraît que les échanges triangulaires sont mieux, c'est vrai ou c'est un... Alors ça, c'est un aspect technique, effectivement. Alors, on n'a pas parlé d'échange de liens ici, parce que effectivement, un échange direct d'un site A vers un site B et un site B vers un site A, en fait, Google, il le voit et il annule la réputation créée là-dessus. Donc l'idée, c'est justement de faire un échange triangulaire. Donc c'est pas forcément avec un site tierce, c'est peut-être juste avec une page tierce. Par exemple, vous pouvez demander à un site B de vous mettre un lien vers votre homepage, et vous
votre page, on va l'appeler A, et vous avez une page A', donc une page intérieure, peut-être qui part de votre blog ou d'un sujet un peu plus profond, et vous allez mettre un lien vers lui parce qu'il semble intéressant et il correspond à un sujet. Donc là, en fait, on crée une fameuse triangulation, et ça, c'est moins repéré par Google, enfin, en tout cas, c'est moins considéré comme un simple échange de liens, et donc il va quand même donner une valeur à cet échange de réputation. Voilà. D'autres questions? Oui, allez-y. Tu partages sur les réseaux sociaux, mais on a des réseaux sociaux où il y a des espaces personnels qui ne sont pas forcément pris en compte par Google. Alors, les outils de partage sur les réseaux sociaux perso. Donc, est-ce que je peux préciser en fait Par exemple, Facebook, ouais, exactement. Ces contenus ne sont pas censés être accessibles à tout le monde. Alors non, effectivement, quand tu partages sur Facebook, c'est pas accessible à tout le monde, mais souvent, c'est pour ça qu'en fait, il y a des pages publiques qui sont gérées par des community managers, et c'est qu'en fait, ces éléments-là, ils partent d'une page qui est justement captée par Google. À partir du moment où sur la page, on voit qu'il y a des likes et des nombres de partages qui sont notés, Google est capable de comprendre ça et de se dire, ah tiens, cet article a une certaine réputation, il a été partagé 2000 fois, et il considère qu'il y a 2000 liens potentiels, même s'il n'y a pas accès, qui vont pointer vers son article. Donc il est capable de le pondérer. Oui. Alors, on voit des fois des gens qui postent des liens dans leur propre site, dans des forums, des trucs comme ça. Oui. Totalement inutile. Alors totalement inutile, quasiment oui. C'est-à-dire que c'est des liens qu'on appelle de mauvaise qualité. C'est pas des liens qui vont amener du négatif SEO, parce que s'ils sont faits, si vous en mettez un par jour ou deux de manière contextualisée, ça fonctionne. Par contre, si vous commencez à mettre toujours la même phrase avec le même lien, et vous en mettez 20 par jour et forum, là Google il va détecter, il va se dire tiens, il y a un travail de spam, donc il peut vous enfoncer. Sur cette triangulation, s'il y a une entreprise à son site et elle a un blog également, vous recommandez quoi au niveau des liens à mettre? Parce que si l'entreprise va revenir vers le blog, est-ce que le blog... Alors ça dépend en fait, est-ce qu'ils sont sur le même nom de domaine? Est-ce que par exemple c'est blog.nomdentreprise.com? C'est deux URL totalement différentes. Alors en fait, on ne peut pas vraiment flouer Google si d'un seul coup il voit qu'il y a beaucoup de liens qui partent d'un site pour toujours appuyer un site mère. Il va se rendre compte que c'est lié. D'ailleurs, il va le trouver parce que dans les mots-clés, il va retrouver les mêmes choses, et notamment la marque, la plupart du temps. Ou alors, il faut vraiment le cacher. Mais ça, c'est des techniques qui sont un peu révolues. Surtout qu'aujourd'hui, Google, il a un outil qui s'appelle le Webmaster Tool, et on peut d'un seul coup rentrer dans le Webmaster Tool une sphère de site pour dire que ça vient du même univers. Dernière chose, Google, il est devenu... il a ce qu'on appelle, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est l'équivalent d'un whois. Il est capable de connaître qui achète tel nom de domaine, etc. Donc il est capable tout de suite de voir que c'est la même adresse, les deux blogs, c'est finalement la même entreprise qui gère les choses. Aujourd'hui, moi ce que je recommande, c'est de donner du poids à un seul nom de domaine. En fait, si vous dispatchez sur plusieurs noms de domaine, vous allez dispatcher votre réputation. Et alors que c'est ce que j'ai fait par exemple, c'est ce que j'ai fait pour le site de Segway au départ. Ils voulaient faire une partie qui concernait les balades touristiques et une autre partie qui concernait le street marketing. Il y a beaucoup d'agences qui vont dire oui, c'est vachement bien, tu pourras faire ça, il y a les deux, mais ça n'a aucun intérêt parce que dès qu'on fait finalement un échange de liens, on va se retrouver à avoir des liens qui sont un peu annulés, donc qui perdent leur valeur. Il vaut mieux en fait créer un maximum de pages sur un site en justement structurant son arborescence pour qu'elle soit bien claire. Comme ça, Google il va se dire c'est un site qui parle de Segway, ok, mais c'est un site qui va parler de street marketing au Segway, de balade au Segway, de team building au Segway, etc. Et là, en fait, pour lui, ça va être logique. Vous n'avez pas forcément besoin de séparer les choses. Bien sûr, si d'un seul coup, moi, il m'a sorti mon client, oui, je fais aussi des jeux en bois, et je lui dis, ah, bon, bah là, je ne sais pas trop foutre, donc on a fait une page à part. Là, je vous garantis que sur le jeu en bois, bah, il ne va pas monter, quoi. Oui. Pas tout entendu, pardon. Une personne qui... Ça fonctionne pas. Quelqu'un qui a une multi-activité en fait. Par exemple, dans le domaine informatique, il fait à la fois du
et d'autres choses. Qu'est-ce que vous conseillez? Vous conseillez de faire un seul site avec, ou alors un site par activité? Alors, si votre activité, par exemple, dans le réseau, vous avez plusieurs sous-domaines qui sont extrêmement Par précis. exemple, on fait des sites d'hébergement ou des choses. Voilà, sites hébergement. Voilà. Bah, finalement, l'hébergement, Oxalide vous le dira, c'est quelque chose qui est vraiment à part et vous pouvez vraiment scinder en fait, votre univers au niveau de l'hébergement. Alors que sur la création de site, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Vous pouvez faire de la création de site en termes juste de design, du UX, ou alors vous pouvez faire de la création de site en termes de e-commerce et de services. À mon avis, moi je vous invite plutôt à séparer en fait. Ça vous permettra de vous donner plus de poids et de moins disperser Google. Parce que créer un site et finalement gérer du serveur, c'est pas la même chose. Même si pour nous c'est logique parce que c'est des choses qui s'imbriquent. Mais en termes de thème, on est vraiment sur deux thèmes simples. Si vous êtes en un seul mot, si d'un seul coup ça ne correspond pas, dans ce cas-là, il vaut mieux le séparer. Une autre question? Je vous offre un bouquin pour la prochaine question. Ah bah voilà, bravo, vous avez gagné, je vais à la fin. Dans les résultats de recherche Google, comment est-ce qu'il y a une technique pour avoir les liens, des fois vont vers les autres pages, des fois ils vont, vous savez, quand on cherche une requête sur Google, on a des résultats et des fois on a des sites avec des... Oui, avec les menus par exemple. Oui, alors ça très bien. Ça en fait, c'est quand votre site finalement, il est tellement bien positionné dans Google sur la requête que Google, au lieu d'afficher sur la première page que votre site, il va laisser une chance aux autres d'apparaître en deuxième, troisième, quatrième position. Donc en fait, il va rassembler tous vos résultats en une seule ligne. Donc vous allez avoir souvent votre page principale, en fait celle qui est concernée, et ensuite les autres pages qui peuvent être justement des rubriques à l'intérieur de votre site. D'où l'importance de l'arborescence SEO. On ne peut pas choisir quoi ça. Alors on peut... alors je crois qu'on peut choisir, on peut plutôt lui dire ce qu'on ne veut pas. Et ça, on passe par le Webmaster Tool de Google. Donc c'est assez simple de lier son site à Webmaster Tool de Google, c'est un peu comme Google Analytics. Et vous lui dites, bah voilà, tu m'as fait remonter dans le SERP, donc c'est dans les résultats Google, ce qu'on appelle le SERP. Mais tu m'as fait remonter par exemple une rubrique, ça m'intéresse pas, je veux juste que les gens ils voient contact et adresse. J'ai pas envie qu'ils voient une sous-rubrique que tu as fait remonter qui m'intéresse. Ça, on peut l'enlever. Par contre, on ne peut pas l'ajouter. Google reste libre de ses choix. À nous de l'influencer. J'ai pas d'autres bouquins. Ah, c'est bon. Oui. Oui. Non. Je vais vous dire pourquoi. Alors, en fait, en France, on n'a pas vraiment de loi antitrust. Google, ils ont mis le paquet et on est à 95% d'utilisation. Et surtout, Google, en fait, au niveau des ingénieurs, etc., c'est quand même les meilleurs, c'est les plus avancés, donc dès que les autres font des choses, ils copient Google. Donc si ça fonctionne pour Google, a priori ça fonctionne pour Bing, ça fonctionne pour Ask et ça fonctionne pour Yahoo. Après les autres, là on s'intéresse à 0,5%. Donc en termes de part de marché, ce qui nous intéresse, c'est que de s'appuyer sur Google, clairement. Après, dans d'autres pays, aux États-Unis, je crois que Google ils étaient à 65, ils sont montés à 70, mais ils font hyper gaffe parce que sinon ils vont se retrouver sous le coup de la loi antitrust et donc ils laissent. Voilà, c'est presque gentil avec les autres de laisser en fait des parts de marché, quoi. Donc on s'intéresse que à Google. J'ai oublié une question. L'arborescence SEO, vous avez à peu près tout compris. La manière de fabriquer ces liens avec les mots-clés, etc. De ne pas laisser le CMS faire. Parce que ça, en fait, c'est assez important de le faire en amont, de penser son SEO en amont, parce qu'une fois que vous avez construit votre site, vous allez vous retrouver avec des URL qui vont être posées, elles vont commencer à se référencer. Vous allez faire un travail après coup, par exemple, vous allez optimiser vos titres, vous allez chercher quelques mots-clés, etc. Et à ce coup, vous allez vous retrouver avec un site où vous dites « Ah, c'est dommage, j'aurais pu refaire cette URL et ça serait encore plus optimisé. » Alors, effectivement, on peut toujours changer d'URL. Après, on fait ce qu'on appelle une redirection 301, donc une redirection permanente pour Google en disant bah, voilà la nouvelle URL, celle qui est plus optimisée. Mais le problème, c'est qu'on va perdre du temps. Donc, imaginez que vous êtes en train de faire un site avec 60 pages, 600 pages, 6000 pages, là vous êtes perdu. Oui. Est-ce que le choix de votre serveur, de localisation du serveur, l'adresse IP du serveur, qu'il soit à Paris ou à Roubaix, a un rôle sur votre cible? Alors effectivement, en fonction de sa cible. Alors si vous êtes par exemple, Paris-Roubaix, c'est relativement proche. Par exemple, si vous choisissez un serveur qui se retrouve aux États-Unis, alors vous avez un business qui est uniquement France, et que vous avez même limite un .fr,
Google, il est capable de le prendre en compte, il ne va pas vous pénaliser, par contre, vous n'allez pas bénéficier de l'avantage, il va se dire, tiens, d'un serveur qui serait français. Donc, moi, je vous invite à choisir vos serveurs le plus proche de votre activité locale, en fait. C'est une valeur qui est relativement faible. Oui. Bon, à corollaire, j'ai un site, et le principal concurrent est à Paris. Et or, le site est en province, à Rodez, par exemple. On a énormément de mal de lutter contre le site parisien. Il y a un truc, il y a quelque chose. Expliquez-moi plus précisément. C'est toujours le site parisien qui est en premier. D'accord. Est-ce qu'il existe depuis plus longtemps? Non, c'est équivalent. Ils ont été créés en même temps? Vous avez le même nombre de pages? Bon, voilà. Bon, on pourrait faire un petit audit alors. Ah, c'est rapide, hein. Vous tapez, vous regardez, vous rentrez les mots-clés, vous voyez tout de suite combien de fois il ressort, s'il ressort tout le temps sur cette expression. Est-ce qu'il est placé devant vous? Genre, vous êtes deuxième, il est premier ou... Oui, toujours. Mais est-ce que c'est pas dû à la communauté parisienne qui fait que... Si, totalement. À Paris, on a un espèce de pouvoir supérieur. Google est implanté chez nous et en fait, on en profite. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que si vous êtes à Rodez, alors je ne sais pas si votre site, c'est quoi? Vous avez un produit qui est local, vous avez une entreprise qui est locale, vous avez une valeur. C'est un service national. Non, ça ne change rien du tout. À mon avis, c'est juste qu'ils ont un référencement qui doit être plus optimisé. Donc ça peut être lié à plein de choses. S'ils ont les bons mots-clés qui sont bien placés dans les titles, on l'a vu, qui sont plus devant. S'ils ont plus de pages, l'arborescence est mieux structurée. Si leurs URL sont mieux structurées, ainsi de suite. Si la structure du site au niveau des H1, des gras, etc. Si leurs textes sont mieux écrits, s'ils ont des liens à l'intérieur en termes de lignes qui se baladent partout, ça fait que tout est transversal. Si derrière aussi en termes de réputation, d'irréputation, ils ont énormément de liens qui viennent de l'extérieur, tout ça, ça se calcule, on a des outils pour le voir. Si par exemple vous avez une faible réputation web, bah, c'est sûr qu'eux vont sortir plus haut parce que s'il y a une centaine de liens qui pointent vers eux de qualité, vous n'avez qu'une dizaine, forcément Google il va se dire bah, lui il est plus intéressant donc c'est mieux de le mettre en avant. Bon, on en parlera si vous voulez. Une autre question? SEO, arborescence, native, tout ça. Oui? Il y a des entreprises qui font beaucoup de sous-domaines. Est-ce que c'est intéressant? Alors justement, le sous-domaine, c'était intéressant et ça ne l'est plus du tout aujourd'hui parce que c'est considéré comme presque un domaine à part et vous allez perdre du poids sur votre domaine. Ça a tendance un peu à diviser le poids de votre site. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du PageRank, ça vous parle, c'était la valeur absolue du référencement. On a un PageRank de 10, on était le maître du monde, on a un PageRank de 20, on est personne. Si vous avez un sous-domaine, vous allez avoir deux PageRank. Du coup, on divise le poids en deux. Oui? Vous avez parlé du texte en gras dans le site. Le texte en gras, oui. Vous parlez quoi de CSS ou de balise? Non, alors justement, on parle toujours de structure de balise HTML. Le CSS, ça sert uniquement à mettre en forme le HTML. Google, d'ailleurs, il ne le prend pas en compte. Enfin, Google, il fait un peu ce qu'il veut, mais en termes de référencement, normalement, c'est pas pris en compte. Donc, quand on parle... Je rigole, pardon. Non. Quand on parle de référencement au niveau de la balise en gras, en fait, on parle de la balise strong. Non pas, il y a deux balises pour mettre en gras. Il y a la balise B et la balise strong. La balise B, c'est une mise en forme, alors que la balise, d'ailleurs qu'on n'utilise plus, maintenant on utilise le CSS, alors que la balise strong, c'est la balise qui sert à indiquer que vous voulez mettre en emphase le texte. D'ailleurs, il y a une autre balise qui s'appelle emphasis, qui a tendance à mettre en italique. Mais bon, on comprend moins l'italique. Alors, apparemment, j'ai fini, j'ai plus le droit de vous parler. Je vous propose de venir me voir après vous, si vous voulez. Et on va désolé, au début, c'est un peu laborieux. C'est aussi ma première conférence. Donc voilà, je suis ravi que vous ayez compris les choses. Bravo à Fanny qui a gagné l'accessibilité web, normes et bonnes pratiques pour les sites plus accessibles. Des éditions Erol.